Ces gens n'ont pas le fascisme en ligne de mire. Ils ne le connaissent pas. Ils ont juste une vision très autoritaire et xénophobe de la société. Ouais. Ça ressemble à quoi un pays gouverné par un parti d'extrême droite? La Finlande, qui avait un des modèles sociaux les plus avancés d'Europe, recule largement depuis 1 an et demi, et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Tout ce type de choses sont en fait des mesures qui fragilisent les travailleurs, et les travailleurs les plus précaires qui ont potentiellement voté pour eux, paradoxalement. La Finlande, la Croatie, les Pays-Bas, l'Italie ou encore la Hongrie, il y a plusieurs exemples de pays dirigés par des partis amis du Rassemblement national en Europe. Alors on s'est intéressé à leurs idées, leurs politiques, leurs ennemis et leurs combats communs. La xénophobie n'est pas affaire d'être confronté physiquement à l'étranger. Elle peut être aussi l'anticipation xénophobe du fait que ces gens sont aujourd'hui ailleurs, mais que demain ils vont être chez vous. Et cette opposition aussi au changement, à ce qui va trop vite, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout et qui peut prendre différentes formes. Ça peut être l'irruption de personnes nouvelles, de populations nouvelles, donc ça c'est le rejet de l'immigration, mais aussi d'idées perçues comme nouvelles. À quoi peut-on s'attendre si le Rassemblement national arrive au pouvoir demain en France? L'extrême droite, quand elle gouverne, elle laisse des héritages qui sont pas forcément évidents à détricoter ensuite quand des partis plus classiques arrivent au pouvoir. Avec Jean-Yves Camus, politologue spécialiste des extrêmes droites, et Nelly Didlot, journaliste au service Planète de Libération, on s'est intéressé aux causes et aux conséquences de l'exercice du pouvoir par des partis d'extrême droite en Europe. Si cette discussion vous intéresse, suivez-nous sur Twitch et YouTube pour ne pas manquer nos prochains directs et leurs rediffusions. On a un problème, en Europe en particulier, qui est le fait que l'extrême droite évoque, même inconsciemment, les années 30, la Seconde Guerre mondiale, le fascisme et le nazisme. Or, il pourrait être rassurant de se dire ce que nous vivons aujourd'hui, ça obéit à un modèle que l'on connaît, c'est celui du fascisme et du nazisme. C'est vrai parfois, pour des petits partis, mais ça ne fonctionne pas du tout quand on veut parler de M. Wilders. Qui est à la tête de ce parti assez incroyable, le Parti pour la liberté, qui possède la particularité de ne pas avoir d'adhérents, puisque M. Wilders a décidé qu'il en était en quelque sorte le seul propriétaire, actionnaire, ce qui fait que ce parti n'a pas de structure militante, mais il a des millions d'électeurs. Donc, ça ne fonctionne pas pour M. Wilders, ça fonctionne quand même très moyennement pour le Rassemblement national, parce que qu'il y ait des éléments à l'intérieur de ce parti qui aient quelques nostalgies pour le passé, soit qu'il y ait des liens avec des groupuscules d'ultra-droite, soit, mais les électeurs et même une bonne partie des cadres, et j'allais dire, c'est encore plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas plus rassurant, ce n'est pas pour me rassurer que je vais dire ce que je vais dire, c'est parce qu'au contraire, c'est encore peut-être plus interpellant. Ces gens n'ont pas le fascisme en ligne de mire, ils ne le connaissent pas, ils ne s'en réclament pas. Très souvent, ils nous expliquent même qu'ils sont les meilleurs, voire les seuls défenseurs des droits individuels, et même des droits des minorités. Donc... Mais ça voudrait dire qu'ils ne sont pas d'extrême droite, ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'ils se situent effectivement à l'extrémité droite du spectre politique, même si Reconquête a un peu fait bouger les choses, parce que clairement, le logiciel d'Éric Zemmour, ou ce qu'il en reste, est plus tranchant encore sur les questions d'identité nationale, vis-à-vis de l'islam, de l'immigration, que celui de Marine Le Pen. Ces gens sont bien à l'extrême droite du spectre politique. Mais il ne constitue pas une extrême droite historiquement comparable à celle des années 30 et 40, et c'est une erreur, quand on parle d'un point de vue de gauche, de penser qu'ils sont un clone des années 30 et 40. D'abord parce que c'est profondément pessimiste comme vision, quand on sait quand même comment les années 30 se sont terminées, et parce que, en fait, quand, comme je le fais régulièrement, on va sur le terrain et qu'on interroge non seulement des électeurs, mais des militants, voire des responsables de circonscription, voire des candidats aux élections, de bonne foi, ils ne connaissent pas. Ils ont juste une vision très autoritaire et xénophobe de la société. Ouais.
On va reparler justement de ces comparaisons parfois qui sont faites avec des modèles passés. Juste avant ça, j'aimerais aussi voir avec toi, Nelly, d'autres partis qui sont classés à l'extrémité droite du spectre politique en Europe et qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant actuellement ? Le dernier exemple en date, c'est ce qu'on évoquait déjà, c'est les Pays-Bas, où le parti de Geert Wilders, donc le Parti pour la Liberté, gouverne en coalition depuis hier avec 3 autres partis, un parti populiste agrarien, on va dire, le Parti des fermiers citoyens, et 2 partis de droite plus classiques, dont celui de l'ancien Premier ministre Mark Rutte, qui est resté aux affaires pendant 14 ans. Donc on a une coalition entre droite et extrême droite, qui est aussi la situation qu'on retrouve en Italie, avec Giorgia Meloni, donc, qui incarne une des extrêmes droites italiennes, avec son parti des Fratelli d'Italia, aux côtés de la Ligue de Matteo Salvini, donc, qui avait déjà été au pouvoir auparavant avec les populistes du mouvement 5 étoiles. C'est 2 partis d'extrême droite, les 2 là ? Je pense qu'on peut dire ça, oui. Après, je pense que pour ce qui est des définitions, Jean-Yves Camus est bien mieux placé que moi, mais... Les 2 sont à l'extrême droite ou c'est... Si on adopte une définition, on va dire par rapport à un axe qui représente la politique sur un axe droite-gauche, oui. Ok. Et donc ces 2 partis gouvernent en coalition avec le parti de droite plus conservatrice, Forza Italia, l'ancien parti de Silvio Berlusconi. Ça, c'est des exemples assez proches de nous. Il y a également le cas de la Suède, où le parti d'extrême droite suédois n'est pas intégré au gouvernement, mais le soutient et a largement pesé sur sa politique, sur la définition de sa politique de coalition. C'est aussi le cas en Finlande, où là, pour le coup, le parti des Finlandais, qui est l'ancien parti des vrais Finlandais, ils ont changé le nom, gouverne en coalition avec la droite. Et plus récemment aussi la Croatie. À nouveau, les conservateurs se sont alliés avec l'extrême droite après les législatives d'avril, si je dis pas de bêtises. Et on a le cas très très spécial de la Hongrie, donc où Viktor Orban gouverne depuis 14 ans maintenant. Donc lui, pour le coup, seul, mais à la tête d'un parti, le Fidesz, qui est un parti qui était au départ un parti de droite conservatrice, qui est devenu un parti de droite illibérale, comme l'appelle Viktor Orban. C'est à la fois, ouvre un nouveau champ de définition. Et pour le coup, si on réfléchit en termes de est-ce que le parti est tout à la droite du champ politique, en Hongrie, c'est pas le cas. Il y a des partis qui sont plus d'extrême droite que l'est le Fidesz. Et est-ce qu'on peut classifier le Fidesz dans les partis extrême droite ? Ça a toujours été un sujet de débat. Bon, là, si on peut prendre ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est aussi voir avec qui ils siègent au Parlement européen, ce qui est toujours un indicateur de voir avec qui ces gens décident de s'allier au niveau européen. Parce que ça veut dire que c'est avec eux qui sont les plus proches de leurs idées, plus d'idées communes avec... Oui, ça veut dire qu'ils s'entendent en tout cas assez bien pour décider de travailler ensemble au Parlement européen. Et le Fidesz a donc été exclu du Parti populaire européen, qui est le grand groupe de droite au Parlement européen. Et s'est retrouvé sans affiliation pendant plusieurs années, et là tente d'établir un nouveau groupe, donc avec l'extrême droite autrichienne et avec le parti de ANO d'Andrej Babiš, l'ancien Premier ministre tchèque, qui lui est plutôt un populiste, qui a viré eurosceptique, ou qui l'a toujours été, ça c'est aussi sujet à débat, mais qui n'est pas expressément d'extrême droite. Non, c'est un milliardaire libéral. Qui, comme c'est assez souvent le cas dans une zone de l'Europe où les étiquettes sont quand même encore assez fluctuantes, a trouvé à un moment donné que son intérêt bien compris consistait à chevaucher le cheval euroscepticisme et nationalisme. Ça peut évoluer, mais dans sa pratique de pouvoir, non, ça n'a pas été un homme d'extrême droite. J'ai bien vu ta question, Zanquero, et on va s'y intéresser juste après sur les conséquences un peu des politiques appliquées par des partis d'extrême droite au pouvoir dans leur pays. Mais juste avant, j'ai une question sur les causes d'abord de l'accession au pouvoir de partis d'extrême droite au pouvoir, et une question de Genesis Mob qui nous dit: la montée de l'extrême droite est-elle reliée au libéralisme systématiquement? Qui veut se lancer dans une réponse pour Genesis Mob? Si on veut voir les choses en face, le libéralisme économique est aujourd'hui la forme non seulement dominante mais hégémonique des sociétés occidentales. Qu'il y ait une part de réaction contre un libéralisme qui, en fait,
n'est pas un libéralisme à la Tocqueville, mais une libération des forces du marché, une libération sauvage des forces du marché dans une économie et une société mondialisée, entièrement mondialisée, qui engendre nécessairement le conflit de tous contre tous, puisqu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus ni frontières ni règles. Ça me paraît absolument incontestable. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des frontières comme on pouvait les passer dans les années 70, mais il est vrai que la dérégulation massive, le fait de considérer que, au fond, le capitalisme se déploie dans un espace sans limite, donc sans frontières, est un des facteurs aggravants des inégalités, et même un facteur créateur d'inégalités. Et j'oserais ajouter, c'est peut-être un peu osé, mais j'y crois, qu'une certaine forme de libéralisme aboutit également à l'érasement des cultures, et qu'il est normal à un moment donné qu'une frange de la population se dise, d'une part, les choses bougent trop vite, parce que les gens ne sont pas tous aussi mobiles. On a souvent l'impression, j'allais dire, nous qui sommes un peu dans notre bulle peut-être, d'individus éduqués, citadins, ouverts sur le monde, que tout le monde accepte la rapidité de ces mutations, mais ça n'est pas vrai, et ça n'est pas nécessairement condamnable d'ailleurs d'avoir une certaine résistance au changement. Et puis à un moment donné, chacun a des repères culturels, y tient, ou pas d'ailleurs. Et il y a des gens pour qui l'irruption soudaine de cultures auxquelles ils ne sont pas habitués est un facteur de déstabilisation. Il y a des gens qui s'adaptent, il y a des gens qui s'adaptent moins. Et en fait, ce qui me frappe, moi, c'est que le déploiement des droites extrêmes se produit vraiment dans un moment où l'accélération du progrès technologique, mais aussi de l'expansion hyper rapide du capitalisme financiarisé est énorme. C'est-à-dire que le gap qui existe entre le vécu de quelqu'un qui vit en 2024 et de quelqu'un qui, comme moi, est né à l'extrême fin des années 50 est inouï et sans doute supérieur au gap qui me séparait dans la province que j'ai connue de ceux qui étaient nés 2 ou 3 générations avant moi, parce qu'on était au fond finalement encore assez proche de ce qu'était la campagne des années d'immédiate avant-guerre ou d'immédiate après-guerre. On le retrouve ça aussi dans d'autres pays européens, justement, cette opposition au libéralisme et à la liberté totale, l'ouverture de... Bah, tout à fait. Donc, la volonté de renforcer les frontières, c'est une antienne qu'on entend à peu près partout dans les pays où l'extrême droite est très présente. Et cette opposition aussi au changement, à ce qui va trop vite, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout et qui peut prendre différentes formes. Ça peut être l'irruption de personnes nouvelles, de populations nouvelles, donc ça c'est le rejet de l'immigration, mais aussi d'idées perçues comme nouvelles. Il y a un fait que je trouve assez intéressant, c'est que depuis la vague MeToo, la montée du féminisme depuis une dizaine d'années, il y a aussi une division, qui n'est pas seulement liée à ça, mais entre le vote des jeunes femmes et le vote des jeunes hommes. Et dans beaucoup de pays d'Europe, c'est pas trop le cas en France, mais c'est le cas notamment en Pologne, les jeunes hommes votent beaucoup plus pour l'extrême droite que les jeunes femmes. Il y a plusieurs explications à ça, mais c'est aussi un des effets de cette redéfinition des codes de genre. Et ce mot, le genre, a notamment été érigé comme un ennemi absolu, tout comme peuvent l'être les personnes LGBT dans certains pays d'Europe centrale, notamment en Hongrie ou en Pologne, parce que là aussi c'est une forme de nouveauté qui arrive trop vite pour certaines personnes et qui est perçue comme invasive par ces pays, par ces partis plutôt. Je fais juste une petite précision pour nos auditeurs qui
sont sans doute en immense majorité plus jeunes que moi. Je n'ai malgré tout que 65 ans. À mon époque, le terme de genre n'était jamais... Le mot de genre n'existait pas, en fait. On parlait de sexe, vous étiez de sexe masculin ou de sexe féminin. Il y avait des définitions à peu près canoniques du rôle de l'un et de l'autre dans le couple. Ensuite, chacun vivait sa vie en appliquant plus ou moins cette définition. Mais le terme de genre n'existait juste pas. Donc à un moment donné, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la lutte contre l'idéologie woke, guillemets, est un des fers de lance des droites radicales ou extrêmes européennes. C'est que ça a bouleversé des centaines d'années, peut-être davantage, de ce qu'on appellerait aujourd'hui une assignation de genre. C'est allé un peu plus vite que ce à quoi on aurait été habitué. Ah bah oui, c'est allé énormément plus vite, oui. Ouais. Il y a une question dans le chat de SPFR qui du coup rebondit un peu sur ce que t'es en train d'expliquer, Nelly, qui dit comment expliquer alors que le RN touche de plus en plus les catégories supérieures, qui pourtant sont mentalement les plus favorables au changement et contre le soi-disant repli. Ça, je pense que ça dépasse en partie mes compétences, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'élargissement de l'électorat de l'extrême droite, on le constate à peu près partout. Et il n'y a pas qu'en France où des catégories sociales plus aisées et plus éduquées votent pour l'extrême droite. Ça, on l'a vu. De toute façon, c'est mathématique. Hein. Par exemple, le Parti de la Liberté de Geert Wilders ne pourrait pas avoir les scores qu'il a fait aux dernières européennes ou avant ça aux législatives s'il n'avait pas élargi son socle électoral et aussi en parlant plus aux jeunes et en parlant plus aux personnes plus éduquées. Alors je vais rajouter, si vous le permettez, un exemple. Encore une fois, désolé de peut-être tout ramener les choses à ma personne, mais je pense que c'est un angle. Je fais partie des catégories aisées de la population. Je déclare davantage que ce qu'on définit habituellement comme étant un seuil au-delà duquel on est aisé. Mais il y a une chose dont je suis certain, et ça n'oriente pas mon vote vers le RN, c'est que je ne peux pas promettre à mes deux filles qu'elles auront mieux que ma situation actuelle. Alors qu'objectivement, par rapport à la situation sociale de mes propres parents, qui n'étaient pas loin s'en faut défavorisés, j'ai moi-même progressé, mes parents ayant eux-mêmes beaucoup progressé dans les 30 Glorieuses vis-à-vis de la situation si mauvaise de leurs propres parents, et ainsi de suite. Donc, même dans ces catégories qui sont aisées par le revenu, vous avez d'abord ce sentiment que l'ascenseur social ne fonctionne plus et qu'au fond, les élites fonctionnent de plus en plus en vase clos, qu'il y a une reproduction sociale de plus en plus forte, et pour avoir été élève de Sciences Po à l'extrême fin des années 70, au début des années 80, je dois dire que le coût de la scolarité y était bien moindre. Il était abordable pour à peu près tout le monde. Il existait un système de bourse, et d'ailleurs pas mal de boursiers. Et j'ai l'impression, quand je retourne dans cette école aujourd'hui, qu'au fond, l'éventail social s'est resserré. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que même quand vous êtes aujourd'hui un cadre supérieur, vous êtes soumis à une obsolescence extrêmement rapide. L'ère pendant laquelle on rentrait dans une société à 25 ans, au maximum, et qu'on y prenait sa retraite à 65 ans, est révolue. Désormais, quand vous êtes un cadre supérieur, votre obsolescence, elle est à 45 ans. Et dans certains cas, elle est à 40 ans. Vous avez nécessairement un sentiment d'angoisse assez permanent, d'autant plus que les méthodes de management, quand même, sont nettement plus rudes qu'elles étaient dans les 30 Glorieuses, et que parallèlement, dans les années 70, si vous décidiez que votre job ne vous convenait plus, que la pression était trop forte, eh bien, vous démissionniez et vous étiez à peu près certain de retrouver, je l'ai fait moi-même, très rapidement du travail. Aujourd'hui, même si vous avez un diplôme de grande école, vous avez de grandes chances de rester au minimum un an sur le carreau. Mais est-ce que, et en plus quand vous parliez juste avant de l'ascenseur social, de faire refonctionner un ascenseur social qui ne fonctionne plus, ou en tout cas qui donne l'impression aux gens qu'il ne fonctionne plus, est-ce que les extrêmes droites qui sont au pouvoir actuellement dans d'autres pays européens ont réussi ou pas du coup à refaire repartir la machine en avant, à réussir à pallier à ce problème ou pas? Est-ce qu'il y a des exemples de réussite par rapport à ce sujet-là, pas de pays d'extrême droite au pouvoir en Europe?
pour revenir au sujet du libéralisme qu'on évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup de partis d'extrême droite qui prônent des mesures sociales. Bon, c'est pas le cas de tous, hein, et qui, une fois arrivés au pouvoir, changent de ton. Pour le coup, c'est le cas du Parti des Finlandais, qui avait fait campagne en promettant des mesures sociales non socialistes. Finalement, ils gouvernent donc avec un parti conservateur qui, lui, a fait campagne sur l'austérité. Et la chef de file du Parti des Finlandais, Riikka Purra, a le ministère des Finances. Donc elle est en première ligne sur cette question. Et elle s'est complètement rangée à cette politique d'austérité. Elle a posté des photos d'elle avec des grands ciseaux qui rappellent en fait un peu ce qu'a fait Milei en Argentine. Elle incarne cette coupe dans les dépenses publiques, et la Finlande, qui avait un des modèles sociaux les plus avancés d'Europe, recule largement depuis 1 an et demi, et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, pas seulement sous l'impulsion de l'extrême droite, ça c'est aussi le fait de leur alliance avec les conservateurs. Mais il y a des reculs économiques, enfin pas économiques, mais socio-économiques, disons, qui sont clairement de leur fait, oui. Évidemment, il y a des reculs. Et d'ailleurs, il y a même des déclarations qui sont une annonce du recul. Quand M. Bardella parle, par exemple, de la paix fiscale. Alors moi, je connais la justice fiscale, mais la paix fiscale, ça m'évoque immanquablement ce qu'aurait pu dire un ministre des Finances de la Troisième République, affilié, on va dire, au parti de Jules Méline, ou enfin, vous savez, à ceux qu'on appelait à l'époque les modérés, qui vous explique quand même que la paix fiscale, c'est fondamental parce que ça évite que les antagonismes sociaux éclatent. Mais ça revient à quoi? Ça revient inéluctablement à favoriser ceux qui sont les plus aisés. Donc en fait, la paix fiscale, c'est l'immobilisme social. Et l'exemple finlandais là, que tu évoquais, Nelly, est-ce qu'on peut s'imaginer que si on regarde un peu leurs différentes idées au Parti des Finlandais, c'est ça, Parti des Finlandais, et le Rassemblement national, est-ce qu'il y a une comparaison éventuellement à envisager? Est-ce que c'est possible que si le RN demain arrive au pouvoir et constitue une majorité avec les Républicains, donc ce qui serait aussi l'équivalent d'une droite potentiellement conservatrice comme c'est le cas en Finlande, est-ce qu'on peut se dire qu'on aurait un scénario un peu pareil où du coup il n'y a pas vraiment de politique sociale Oui, potentiellement. Enfin, de toute façon, on a bien vu que Bardella a commencé déjà à reculer sur certaines promesses qu'ils avaient pu tenir en 2022 ou plus tard sur l'âge de la retraite, sur des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi à voir dans le cas finlandais, c'est que ces reculs économiques s'accompagnent aussi d'un recul des droits sociaux. Par exemple, ça va devenir plus difficile de toucher l'assurance chômage. Il y a un jour de carence qui a été ajouté sur les arrêts maladie. Tout ce type de choses sont en fait des mesures qui fragilisent les travailleurs et les travailleurs les plus précaires qui ont potentiellement voté pour eux, paradoxalement. Donc on a un effet qui n'est pas du tout celui qu'auraient pu attendre les électeurs, mais qu'ils assument complètement. Parce qu'ils veulent aussi s'en prendre aux syndicats qui incarnent à leurs yeux la gauche et un modèle qu'ils veulent rejeter. Il y a une question de Jean Quérault qui nous avait posé ça tout à l'heure, et donc du coup là j'en profite pour la remonter maintenant qu'on s'intéresse un petit peu aux conséquences des partis d'extrême droite au pouvoir en Europe, qui demande quel est l'impact de l'arrivée au pouvoir de partis populistes d'extrême droite sur le tissu associatif, leur financement, subventions publiques, leur réglementation, etc. Je vais prendre un exemple là encore. En Hongrie, toutes les activités de la fondation Soros ont dû être délocalisées. Qui est la fondation Soros? George Soros, homme d'affaires américain d'origine hongroise, né avant la Seconde Guerre mondiale, et qui est très loin d'être un homme de gauche, qui est simplement un libéral, finance toute une série d'activités philanthropiques, dont certaines sont vouées à la promotion de la démocratie libérale dans les pays d'Europe centrale et orientale. Comme il est originaire de Hongrie, il s'était établi à Budapest et il avait notamment fondé une université, la Central European University, qui était un lieu d'échange absolument passionnant où enseignaient des universitaires d'à peu près toute l'Europe, à des étudiants hongrois, mais de toute l'Europe. Et puis, le gouvernement de M. Orban, après que Viktor Orban ait quitté son libéralisme d'origine pour basculer dans l'illibéralisme,
a cherché des poux dans la tête de M. Soros en expliquant qu'il était d'abord la figure de l'ennemi intérieur, parce que il se trouve que M. Soros est juif. Donc déjà, ça passe moyen. Ensuite, il est expatrié aux États-Unis. Donc, au fond, c'est un traître à la patrie. Et puis, il finance la démocratie libérale. Donc, en plus, c'est un ennemi politique. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Il a tellement cherché des poux dans la tête de la moindre facture que la Fondation Soros payait à ses enseignants, à ses employés, etc., qu'ils ont décidé de délocaliser l'université, qui est aujourd'hui à Berlin, qui n'a plus qu'un tout petit campus à Budapest, et de délocaliser ses activités philanthropiques ailleurs en Europe. Et sur un autre sujet, évidemment que le tissu associatif en prend plein la figure, les finances locales aussi en prennent plein la figure, la ville de Budapest par exemple, qui est une ville tenue par l'opposition, et dont le maire est un éminent collègue hongrois, spécialiste de l'extrême droite, pour le coup, Gergely Karácsony. La ville de Budapest se voit limitée dans sa dotation de fonctionnement, de sorte qu'elle ne peut plus faire face aux charges d'entretien courant de la ville. Ce qui permet à M. Orban et à son parti de dire aux électeurs, mais vous voyez, ces gens ne sont pas capables, ils ne vous rendent pas les services qu'ils vous doivent. Mais la faute à qui ? La faute à celui qui a coupé le financement. Et ces coupes de financement, c'est vrai qu'en Hongrie, elles ont été massives et elles ont largement touché le secteur culturel. Au-delà de l'exemple de l'Université d'Europe centrale, les théâtres qui avaient une programmation qui n'était pas du goût du gouvernement, donc pas assez traditionnelle, pas assez nationaliste, ont vu leurs subventions largement réduites. Il y a énormément d'exemples de troupes de théâtre, il y a aussi des universités, enfin des écoles d'art dont l'autonomie a été réduite. C'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi... Les frais d'inscription à l'université qui ont doublé, certains secteurs, notamment la science politique, qui a été supprimée d'un certain nombre d'universités hongroises, parce que c'est censé être des foyers de réflexion gauchiste. Mais M. Orban donne... moi, je suis assez familier de Budapest, où je vais souvent. M. Orban donne le change, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement malin. Il existe à Budapest un quartier gay. Et ce quartier est visible. C'est vrai. Vous savez quand vous y êtes. Oui. Et il ne s'y passe rien. Il n'y a pas d'agression homophobe. Parce que s'il y en a une, pour le coup, le gouvernement tombe sur le dos de ceux qui l'ont commise, parce qu'il ne faut quand même pas donner une mauvaise image de la Hongrie à l'étranger. Moi, je vais régulièrement à Budapest prier dans la communauté juive orthodoxe de la ville. Là, c'est pareil. Il n'y a pas d'acte antisémite. Il y a une immense école qui est extrêmement religieuse et où il n'y a pas un seul policier à la sortie. Vous voyez des centaines d'enfants qui vont, qui viennent, qui sortent. Et tout ça, évidemment, c'est une opération, j'allais dire, d'image. Sitôt que quelqu'un à la droite du Fidesz se mêle de tenir des propos antisémites un petit peu durs, il est bien évidemment rappelé à l'ordre, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Que l'extrême droite, en l'occurrence le parti Mi-Hazam, Ma Patrie, fasse 5%, ok, ça c'est acceptable, mais il ne faut pas qu'il fasse 10%. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, quand on se promène à Budapest, si vous voulez, quand on est un touriste, on va se dire cette ville est ouverte. Et en clair, il y a des restaurants chinois, il y a des restaurants indiens, mais ça c'est la façade. Mais les Hongrois, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent de Viktor Orban et du pouvoir politique hongrois ? Ils l'ont réélu successivement depuis 14 ans, et même si le résultat des élections européennes est le moins bon que le Fidesz ait jamais fait, c'est quand même 44%. Et les tenants du pouvoir font remarquer que, vu que la participation est en hausse, en nombre absolu, c'est même plus d'électeurs pour eux. Donc, comment on l'explique ça parce qu'ils ont pris le contrôle des médias. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé en Pologne à l'époque du PiS. C'est une des premières choses que ces gouvernements sont impliqués à faire, c'est faire tomber les contre-pouvoirs judiciaires et faire tomber les contre-pouvoirs médiatiques. En Hongrie, aujourd'hui, il y a des médias d'opposition, comme les appelle le gouvernement, des médias indépendants, qui existent toujours, mais qui ont Ils ont été malins, à nouveau, ils n'ont pas détruit tous les médias indépendants, mais ils ont un lectorat ou un audimat extrêmement faible. Oui, les titres sont de moins en moins nombreux dans les kiosques, je trouve. Et à l'inverse, le pouvoir, via des proches des oligarques, ont racheté notamment toute la presse régionale. Et il y a des exemples très connus où Orban donne une interview à la presse régionale
c'est la même une, avec la même photo, le même titre, la même interview, dans tous les journaux du pays. Ça, c'est... Est-ce que ça fait courir un risque pour la France si, par exemple, le RN arrive au pouvoir demain? Ils l'ont déjà évoqué, leur envie, par exemple, de privatiser le service public audiovisuel, par exemple. Est-ce qu'il y a un risque que si demain le service public audiovisuel est privatisé, il peut être racheté par l'équivalent de certains oligarques dans d'autres pays qui seraient à la botte, potentiellement, du pouvoir d'extrême droite? Ou est-ce que ça, c'est un peu trop? Ah, vous savez, c'est déjà partiellement fait. C'est déjà fait avec Bolloré. Non, c'est effectivement... Mais le fait qu'il n'y ait plus de service public pour, entre guillemets, contrebalancer, enfin qu'il n'y ait même plus cet espace-là. En fait, le service public, il existe en Hongrie. C'est juste que c'est des médias d'État et plus des médias publics. Oui, j'allais dire, il existe, hélas. Il y a même une télévision de service public qui est destinée à... d'abord la diaspora hongroise des pays avoisinants, Slovaquie et Roumanie, et qu'on peut même capter par satellite si on en a envie, et qui est une chaîne de télévision à la gloire du régime et à la gloire du récit historique de la Hongrie tel que vu par Viktor Orban, c'est-à-dire une grande geste qui commence avec la couronne de Saint-Étienne qui est exposée au Parlement et qui se termine évidemment avec la personne salvatrice de Viktor Orban lui-même. Et dans un exemple plus proche de nous, parce que les pays d'Europe centrale peuvent avoir un champ médiatique un peu différent du nôtre, en Italie, les attaques contre les médias indépendants, elles sont récurrentes depuis que Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir. Nous, Libération, on a été en partenariat dans le cadre d'un projet de newsletter européen avec un petit journal italien qui s'appelle Domani, qui est un journal qui est issu de la Repubblica. Enfin, c'est le fondateur de la Repubblica qui a créé ensuite ce journal en estimant que la Repubblica n'est plus assez à gauche. Ce journal, qui est donc un journal de gauche, a subi des perquisitions, a subi des procès pour diffamation, parce qu'ils se sont opposés à la politique de la Première ministre. Et il y a aussi des pressions sur la télévision publique italienne. Donc une manière de se servir de la justice pour bâillonner exactement, les lois Bayon, ce qu'on appelle les SLAPP en anglais, c'est des procédures en diffamation qui s'accumulent jusqu'à ce qu'on en ait assez de gérer les procédures judiciaires, les frais d'avocat, etc. et qu'on laisse tomber. Sur l'Italie toujours, il y avait Zanchero aussi qui avait une autre question sur le tissu associatif qui demande s'il y a des exemples aussi depuis l'arrivée de Meloni sur l'activité des associations et leur financement donc en Italie. Je ne sais pas pour les associations, mais une des premières mesures qu'a pris Meloni moins de 2 mois après son arrivée au pouvoir, c'est le décret contre les raves parties, les soirées techno illégales, on va dire. Et ça a été pris en novembre, elle est arrivée au pouvoir en septembre, notamment pour limiter les rassemblements non autorisés. Et ça prévoit des peines de prison, je crois, de 3 à 6 ans pour les organisateurs de ces soirées. Donc, il y a une forte pression sur ce qu'on appelle les centres sociaux qui sont en Italie depuis les années 70, à la fois des lieux d'accueil, de soins, de réunion à l'échelle d'un quartier et qui sont quand même liés à la gauche, voire à la gauche extra-parlementaire à une certaine période, et qui sont effectivement décrits comme d'affreux lieux de subversion. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que en Italie, lorsque la gauche a été au pouvoir, elle n'a pas bâillonné. C'est-à-dire que vous pouviez acheter en kiosque le journal de Fratelli d'Italia. Vous pouviez acheter précédemment Il Secolo d'Italia, qui est le quotidien historique du mouvement social italien, donc du parti néo-fasciste. Vous pouviez acheter même le journal de Casapone, Il Primato Nazionale, qui est un hebdomadaire et qu'on pouvait trouver partout. Les librairies d'extrême droite qui existent un peu partout en Italie, les lieux associatifs d'extrême droite qui existent un petit peu en Italie. Le Parti démocratique, quand il était au pouvoir, il ne les a pas perquisitionnés, il ne les a pas interdits. Est-ce que ces choses-là, donc après quand l'extrême droite arrive au pouvoir en Italie et qu'elle fait en sorte de bâillonner en quelque sorte certains journaux qui seraient des opposants au pouvoir en place, est-ce que c'est des choses qui étaient annoncées à l'avance, auxquelles on pouvait s'attendre, ou est-ce que c'est des choses que peuvent mettre en place des partis d'extrême droite quand ils arrivent au pouvoir, mais sans l'avoir annoncé avant? En fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, ce cas en Italie, j'imagine que si on demande aujourd'hui à Jordan Bardella est-ce qu'ils vont faire pareil en France, ils vont sûrement dire non. Mais est-ce que c'est du coup quelque chose auquel on peut s'attendre sans que ce soit annoncé? Est-ce qu'il y a des choses
qui vont pouvoir se dérouler discrètement, officieusement, après une fois qu'un parti d'extrême droite arrive au pouvoir. Il me semble que c'est des modèles qui sont assez récurrents pour que ça nous inspire en tout cas de l'inquiétude. Dans le cas italien, c'est aussi, j'allais dire, la réponse obligée de Madame Meloni au fait que sur certains sujets, elle a été obligée de s'aligner. C'est-à-dire qu'au fond, elle a dit dès le début de son mandat qu'elle défendrait toujours à Bruxelles l'intérêt de l'Italie d'abord. On connaît le couplet, mais c'était une manière de dire, finalement d'abord, nous restons dans l'Union européenne, et ensuite, pour des raisons budgétaires évidentes de financement européen, qui arrivent massivement en Italie, on va être obligé de faire du marchandage avec Bruxelles. Donc, préparez-vous quand même à ce qu'on ne soit pas 100% souverainiste. Sur la question de l'Ukraine et de la Russie, elle a été aussi obligée de lâcher du lest. Donc, qu'est-ce qui lui reste, au fond, pour affirmer sa différence? Il lui reste le champ culturel. Profitons du fait que le milieu, notamment catholique conservateur, voire traditionnaliste, a une influence encore en Italie, y compris dans certains secteurs de l'Église, beaucoup plus forte qu'en France. Elle a la possibilité d'agir, y compris sur le modèle sociétal qu'elle entend proposer, alors qu'au Rassemblement national, aujourd'hui, plus personne, ou quasiment personne, ne remet en cause la loi Veil et même le mariage pour tous. Il y a encore quelques cathos tradis qui continuent à les dénoncer, mais ils dénoncent ces lois en sachant qu'ils ne reviendront pas dessus. Chez Madame Meloni, il y a une volonté réelle de revenir dessus. Comme d'ailleurs chez les illibéraux polonais ou d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Mais par exemple, sur même la question de l'IVG, par exemple, ce que je lisais dans l'événement que vous avez participé à plusieurs à faire dans Libération il y a quelques semaines, c'était indiqué que voilà, Meloni par exemple avait dit qu'elle ne voulait pas du tout remettre en question l'IVG en Italie, mais que là, début avril par exemple, il y avait eu un petit basculement avec le fait que, enfin peut-être que tu peux un peu nous expliquer Nelly ce qui s'est passé du coup début avril. Oui, il me semble que la loi qui a été votée oblige une femme qui veut avorter à passer devant un conseil médical, enfin je ne sais plus quel est le terme exact, mais au sein de ce conseil siègent des gens qui sont en fait des militants pro-vie, des militants opposés à l'avortement. Et il me semble que ça existait déjà dans certaines régions du nord de l'Italie qui sont contrôlées par l'extrême droite, par la Ligue depuis longtemps. Et c'est des régions où c'est très difficile d'avorter, même si c'est pas illégal, parce que beaucoup de médecins font jouer la clause de conscience et qui les autorise à ne pas pratiquer l'IVG, ce qui oblige ces femmes qui vivent dans ces régions du Nord à aller, par exemple, à Rome pour obtenir une IVG. Ce qui nécessairement a un coût, et puis donc dans ce conseil siègent effectivement des gens dont le rôle est en fait de dissuader la personne qui se présente d'interrompre sa grossesse. Donc c'est un espèce de jeu subtil de culpabilisation de la personne, de pression morale et psychologique à laquelle finissent par céder un certain nombre de femmes qui se disent finalement c'est vrai que voilà, je vais décider, je vais changer d'avis. Mais du coup, est-ce que ça, par exemple, ça peut être aussi reproductible en France, encore une fois, avec l'exemple du Rassemblement national, de dire, voilà, Marine Le Pen, elle a voté aussi en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, Jordan Bardella, il leur redit que ça ne sera pas du tout menacé. Est-ce qu'on peut imaginer que derrière ça se cache quand même une manière de, une fois au pouvoir, finalement essayer de fragiliser justement cet accès à l'IVG par des petits mécanismes là, comme tu viens de le décrire, Nelly, en Italie? Je pense qu'ils n'y arriveront pas sur la question de l'IVG. Par contre, la question de la fin de vie reste encore un sujet à trancher, avec toujours cette revendication qui est très répandue, d'ailleurs dans les milieux de droite en général, et même un petit peu au-delà, de donner aux médecins une clause et à l'ensemble du personnel soignant une clause de conscience. Ce qui est compréhensible là aussi. Mais sur la question de la fin de vie, je pense que ça va secouer dur. J'avais une question aussi sur l'Italie. Est-ce que... Alors, voilà. Est-ce qu'en plus de l'équivalent du RSA italien, Meloni a supprimé d'autres minima sociaux, comme des allocations pour les handicapés? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Moi non.
Pas davantage. Ok, eh ben désolé, Fulbe 3RT. Nous ferons nos petites recherches et puis je reviendrai vers toi dans un prochain stream avec une réponse plus complète. Mais pour ce qui est de l'IVG, si je peux rajouter quelque chose, beaucoup de ces partis d'extrême droite sont obsédés par la natalité. Ils veulent mettre en place des politiques natalistes parce qu'ils voient le redressement démographique comme une réponse pour stopper l'immigration, en fait, pour arrêter leur fameux grand remplacement. Et ça a été, c'est notamment très présent en Hongrie, ça a été beaucoup le cas en Pologne aussi au moment du gouvernement du PiS, avec des résultats très contrastés. Là, les derniers chiffres sont parus pour la Hongrie, le taux de natalité n'augmente plus, il a même tendance à baisser ces dernières années. Mais c'est une volonté donc, de mettre le paquet sur les politiques natalistes qui peut s'accompagner d'attaques plus ou moins franches, plus ou moins directes contre l'IVG. Je reviens sur la Hongrie parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un peuple que j'aime beaucoup parce qu'il est unique. C'est un petit pays de 9 millions d'habitants dont les projections démographiques à 2030 sont 6 millions d'habitants. Il y a 1 million de Hongrois qui vivent à l'étranger. Donc le déclin démographique existe. Le gouvernement agite le spectre de la quasi-disparition du peuple hongrois, puisque une partie vit en plus en dehors des frontières, en Serbie, en Slovaquie, en Roumanie. Et il faut comprendre que ces gens ont le sentiment d'être un peuple à part. D'abord, ils ont une langue qui n'est pas une langue indo-européenne. C'est d'ailleurs la même chose pour les Finlandais. Et puis, en plus, leur histoire les met dans une situation géographique bien particulière, qui est celle que les géographes appellent le limès. Le limès, c'est la limite jusqu'à laquelle c'est la frontière qui sépare deux espaces civilisationnels. Et il faut se souvenir que Budapest, comme Vienne, ont été des villes ottomanes. La poussée ottomane vers l'ouest a été arrêtée à Vienne, ça n'est pas si vieux, on est au XVIIe siècle, mais Budapest a été une ville ottomane. Donc ces gens se vivent encore comme d'abord un petit peuple aux origines pas tout à fait déterminées scientifiquement, à la langue unique, à la culture unique, ce qui est vrai. Et qui en plus est à l'extrémité de l'Europe et qui a été à la pointe, y compris au sens militaire du terme, de la défense des valeurs, notamment chrétiennes, puisque la Hongrie a été évangélisée assez tôt, face à la poussée musulmane, disons le mot, parce que l'Ottoman, en fait, c'est musulman. Donc, ils ont véritablement le sentiment qu'ils sont, j'allais dire, les derniers défenseurs, les gens du dernier carré. Ça pèse beaucoup dans le mental des Hongrois, qui ont quand même toujours, même quand ils sont pas partisans de M. Orban, dans la tête aussi, qu'en 1920, le traité de Trianon était un traité inique. Je suis passé, pour ma part, au siège d'un parti politique hongrois, qui a sur sa vitrine une pancarte écrite en français. Une destination visiblement des touristes, et qui montre la France, donc l'Hexagone, une carte. Et sur cette carte de France, la carte des territoires perdus par la Hongrie lors du traité de Trianon. Et la légende en bas, c'est « Imaginez qu'on vous ait pris ça ». Et effectivement, ça couvre quasiment la moitié nord de la France. Donc, ce sont des gens qui ont été maltraités par l'histoire. Donc cette histoire, cette culture, une tradition qui peut-être les encourage une pensée plus nationaliste en Hongrie. Bien sûr, l'une des mesures que prend Viktor Orban dans les dernières années, c'est d'ériger près du square de la Liberté à Budapest deux immenses murs sur lesquels sont gravés les noms alors je ne me souviens plus du nombre, c'est un nombre assez élevé, le nom de tous les villages, de tous les territoires qui ont été perdus lors du traité de Trianon. C'est quand même, c'est en cœur de ville. Il y a une question aussi de Alumini qui demande est-ce qu'on peut faire un lien entre une démographie vieillissante en Europe et son extrême droitisation ?
Difficilement. Enfin, il y a plusieurs réponses à cette question, je pense. Déjà, on peut pas dire que ce soit les plus vieux qui votent, qu'il n'y ait que les plus vieux qui votent pour l'extrême droite, parce que on voit des scores de plus en plus importants chez les jeunes, et ce, partout en Europe. Donc, se dire, bon, c'est les vieux qui votent extrême droite, ça marche plus. Mais le vieillissement de l'Europe, ça veut aussi dire qu'on manque de main-d'œuvre. Et on manque de main-d'œuvre, donc on fait venir de la main-d'œuvre étrangère. Et cette main-d'œuvre étrangère, elle peut être visible. Et pour le coup, les Hongrois manquent aussi de main-d'œuvre parce que ils ont beau être peu nombreux, le chômage est très bas. Il y a beaucoup de Hongrois qui sont déjà partis travailler à l'étranger, notamment en Autriche, où les salaires sont beaucoup plus élevés. Et le gouvernement est obligé de faire appel à des travailleurs étrangers qui cachent avec beaucoup de soins et auxquels ils donnent des visas de 1 ou 2 ans. Et c'est essentiellement des hommes, venus souvent d'Asie du Sud, Asie du Sud. Chinatown sur la route de l'aéroport du Budapest au centre-ville. Asie de l'Est, ouais, exactement. Et qui sont placés dans des sortes de foyers de travailleurs, amenés dans les usines automobiles le matin, récupérés le soir. Donc on essaye de les rendre le moins visibles possible. Mais ils sont là et ils inquiètent énormément les gens. Il y a notamment des usines de batteries pour les voitures électriques qui sont en train de s'implanter en Hongrie, des usines qui sont en général gérées par des entreprises chinoises. Ce qui inquiète les gens, c'est pas tant la pollution que va produire ces usines, que le fait que ça va amener de la main-d'œuvre étrangère, notamment des hommes, potentiellement des hommes musulmans, dans les rues de petites villes. Et ça fait peur à beaucoup de Hongroises. Ça, c'est une crainte en tout cas quelque chose qui est brandi aussi par d'autres pays d'extrême droite en Europe, cette peur de l'étranger, cette peur de l'immigration. Est-ce que c'est vraiment le point commun principal Oui, ça existe. Je me souviens d'un épisode assez surréaliste d'un colloque à Tallinn, en Estonie, où effectivement, à l'époque, le petit parti allié du Rassemblement national au sein du groupe Identité et Démocratie faisait campagne contre l'immigration et les quotas de réfugiés. C'était donc la première ministre estonienne qui présidait le colloque lors duquel je prenais la parole, et je lui ai posé une question assez simple. Moi, j'étais logé à l'hôtel Radisson, qui est entouré des quelques, on va dire, très bons hôtels de cette petite ville, parce que c'est tout petit, Tallinn, et le pays lui-même fait moins de 3 millions d'habitants. Et ma question était, mais vous avez reçu combien de réfugiés ? On était après la crise de 2015. La réponse était moins de 1000. Mais, ajoutait l'ex-première ministre, sur ces moins de 1000, seuls 200 sont restés. Et elle ajoutait, et l'immense majorité travaille dans l'un des hôtels qui se trouve à moins de 500 mètres d'ici. C'est-à-dire que du reste de la ville, c'est totalement invisible. Totalement invisible. Et il n'empêche, ce parti faisait 13 ou 14% des voix parce qu'il agitait une menace qui était « mais aujourd'hui, ces gens ne sont pas là, mais ils vont venir ». Parce que l'Union européenne cherche à nous imposer des quotas. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ça. La xénophobie n'est pas affaire d'être confronté physiquement à l'étranger. Elle peut être aussi l'anticipation xénophobe du fait que ces gens sont aujourd'hui ailleurs, mais que demain ils vont être chez vous. Il y a une question aussi de Osmosiscope qui demande est-ce que la Hongrie a une histoire coloniale importante et non assumée aussi. Je me demande quel rôle ça joue pour nous. Une histoire coloniale, la Hongrie ? Ah non, pas vraiment. Ouais, non, ça c'est... Non, pas vraiment. Pas vraiment. La grande Hongrie comprenait effectivement des territoires qui sont situés aujourd'hui dans d'autres pays, y compris dans une partie de l'Ukraine, dans la région de Novgorod, très exactement. Mais la Hongrie n'a jamais rien colonisé. Parfois, je disais au début qu'on allait faire aussi des petits parallèles avec des exemples historiques passés. On va peut-être pas avoir le temps d'aller trop sur ce terrain-là, mais j'ai quand même une question sur le fait que parfois, quand on fait des comparatifs avec des époques passées de partis d'extrême droite dans l'histoire même ancienne, par exemple à l'époque nazie en Allemagne, il y a cette chose qui est parfois agitée de dire quand l'extrême droite prend le pouvoir, elle ne le rend pas forcément. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut encore être
être quelque chose de valable aujourd'hui quand on s'intéresse aux partis d'extrême droite qui ont le pouvoir en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer si le Rassemblement national, par exemple, prenait le pouvoir en France, ou est-ce que ça, c'est plus du tout le cas, enfin c'est plus du tout quelque chose qu'on peut imaginer aujourd'hui? C'est compliqué à dire parce que on n'a pas d'exemple où l'extrême droite est gouvernée seule. Donc en Autriche, par exemple, le FPE, partenaire du Rassemblement national, a été au gouvernement dans les années 80, à l'époque du chancelier socialiste Bruno Kreisky, puis à partir de fin 99 en coalition avec les chrétiens conservateurs. Et de fait, l'alternance a joué. Mais le FPE n'a jamais eu le pouvoir seul. On n'a pas le référentiel, si vous voulez. Et ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la Finlande s'étend aussi à la Norvège, avec un parti populiste beaucoup plus modéré, dur sur l'immigration, mais beaucoup plus modéré tout de même. Ce parti, qui s'intitule curieusement Parti du Progrès, n'a pas gouverné seul. Au Danemark, le Dansk Folkeparti n'a jamais gouverné. Il a choisi, lui, comme les démocrates suédois, l'option qui consiste, et elle est très maligne, à apporter aux conservateurs un appoint au Parlement en faisant du bargaining permanent, c'est-à-dire en disant « je vous donne mes voix ». Si vous faites passer une législation qui, sur les questions d'identité, d'accueil des immigrants, des réfugiés, etc., va dans le sens de nos propositions. Et de fait, au Danemark, on a la législation sans doute la plus contraignante d'Europe sur les étrangers et les demandeurs d'asile. Mais non, on n'a pas, depuis l'époque des années 30, d'exemple d'une extrême droite qui a le pouvoir seul. D'ailleurs, même Madame Meloni a été obligée de garder des ministres techniciens et des ministres du mouvement de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Donc, c'est un peu difficile de faire dans l'Uchronie, si vous voulez, mais ce qui est certain, c'est que on a à la fois les contrepoints institutionnels pour dire qu'a priori l'alternance fonctionne, dire que ce sont des gens qui laisseront facilement le pouvoir qu'ils ont conquis. J'en suis moins sûr, parce qu'il y a un élément psychologique qu'il faut prendre en compte, c'est que cette famille, dans beaucoup de pays, dont la France, pas l'Italie, mais la France, se vit comme une famille de persécutés qui, en 1945, a été rayée de la carte. Et qui n'a jamais eu l'occasion d'être au pouvoir, parce que tout le reste des forces politiques l'a ostracisé. Quand vous vous sentez ostracisé, et que ça dure depuis quand même pratiquement 80 ans, pour les plus idéologues des militants, c'est une revanche. C'est une énorme revanche. Par conséquent, vous avez d'abord très faim, et ensuite vous n'avez pas forcément envie de laisser comme ça ce que vous avez mis tant de temps à attraper. Si je peux compléter, pour parler à nouveau de la Hongrie, qui, comme on l'a dit, n'est pas un cas typique d'extrême droite, et où le Fidesz n'est pas forcément un parti d'extrême droite, mais on voit quand même que les contre-pouvoirs ont été sapés au cours des années en Hongrie. On a parlé de la justice et de la presse tout à l'heure. Il y a aussi des redécoupages et circonscriptions qui sont une technique assez classique. Mais au-delà de ça, je pense que l'extrême droite, quand elle gouverne, elle laisse des héritages qui sont pas forcément évidents à détricoter ensuite quand des partis plus classiques arrivent au pouvoir. Et ça, c'est ce à quoi les Polonais sont confrontés, ce à quoi le nouveau gouvernement polonais libéral est confronté. Exactement. C'est quoi, par exemple Par exemple, en Pologne, donc le PiS, à nouveau un parti difficile à qualifier, mais qui est en tout cas anti-migrant, très conservateur, avait pris des mesures pour réduire encore les droits à l'avortement qui étaient déjà très limités en Pologne. Donc les mesures qu'ils ont prises autorisaient l'avortement seulement dans 2 cas, pour une mise en danger de la vie de la mère et en cas de viol. Donc ça représente moins de 1000 avortements par an. Ça, les partis qui se disent démocratiques, les partis plus ou moins libéraux, voire de centre-gauche, qui se sont alliés pour remporter les élections en octobre dernier, ces partis avaient tous plus ou moins fait campagne sur l'idée de
relibéraliser l'avortement. Jusqu'à quel point, ça, il y avait des grosses différences entre les partis. Mais là, on se rend compte que ça fait 8 mois que le gouvernement Tusk est au pouvoir et qu'ils n'ont pas réussi à revenir sur ces éléments. En partie parce que le président est toujours un membre du PiS et qu'il a un droit de veto. En partie aussi parce qu'il y a des grosses divergences dans la coalition et que c'est un sujet qui est extrêmement clivant en Pologne. Donc et la réforme de la justice qu'avait fait le PiS, qui avait aussi sapé l'indépendance des juges, ils reviennent dessus, mais petit à petit, difficilement. Pareil pour les médias finalement, parce que c'est ce qui a été le plus vite, très peu de temps après avoir formé son gouvernement en décembre. Tusk a fait changer les patrons de TVP, la télé publique polonaise. Mais la manière dont ça a été fait, c'était aux limites de la légalité. Donc il voulait le faire pour une bonne raison, c'est-à-dire refaire de ce média public une vraie chaîne du service public et pas un média d'État au service, là, plus du gouvernement, mais d'un parti qui a été chassé du pouvoir. Mais la manière dont ça a été fait, ça pose question, mais aussi parce que le PiS a tellement verrouillé tout le système que c'est difficile de le faire autrement, rapidement. Et puis on supprime un titre de presse, enfin on fait mettre la clé sous la porte assez rapidement un titre de presse, il est beaucoup plus compliqué d'en créer. Des discussions qui ne sont pas très réjouissantes, même plutôt inquiétantes, mais en tout cas merci beaucoup à vous deux d'être venus et d'avoir pris le temps de nous expliquer, d'analyser aussi l'exercice du pouvoir de certains partis d'extrême droite en Europe. C'était important pour nous de faire ce live maintenant, évidemment à quelques jours du deuxième tour des élections législatives en France qui pourraient avoir, on l'a bien compris, de lourdes conséquences sur la suite de tout un tas de choses. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Le chat, nous on se fait une toute petite pause et puis on reprend ensuite pour vous donner aussi le programme des prochains streams qui arrivent, le temps pour moi de libérer nos invités et ensuite je reviens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, bonsoir.